Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV et comme tous les jours dans cette émission, on traite ensemble des sujets qui vous concernent et qui concernent notre région. Nouveau rebondissement dans le feuilleton du Louvre, un document choc a été retrouvé. Il décrit près de 7 ans avant le scénario exact du vol des bijoux de la couronne. Il pointe notamment du doigt la vulnérabilité de la galerie d'Apollon et de son balcon. Un nouveau coup de tonnerre qui continue d'accabler le musée alors que l'enquête progresse après de nouvelles interpellations. On en parle bien sûr avec nos invités autour de la table et ce, dans une minute. En culture, le Cirque du Soleil propose un grand classique qui ne cesse de prouver sa virtuosité dans une version retravaillée, remaniée, un peu plus moderne. C'est Allegria, un nouveau jour et il a déjà séduit 14 millions de spectateurs. C'est tout bon ensuite avec Laurence Aloche qui va nous donner tous les bons conseils pour réussir un Thanksgiving à l'américaine sans bouger de Paris. En 2018, un audit de sûreté mentionnait la grande vulnérabilité du balcon de la galerie d'Apollon. Il évoquait même la possibilité d'y accéder par une nacelle. Ce n'est malheureusement pas une blague et ce nouveau document a fait l'effet d'un coup de tonnerre. Document choc et oublié, l'était-il vraiment? On va essayer de retracer l'histoire de ce dossier et ses conclusions avec nos invités. Autour de la table, Julien Lacasse, vous êtes avec nous en tant que président de l'association Sites et Monuments, Didier Rickner, directeur de la rédaction de la Tribune de l'Art et Guillaume Vogt, vous êtes généticien à l'INSERM, c'est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. On va parler bien sûr de ces nouvelles interpellations ensemble. Didier Rickner, Julien Lacasse, quand on découvre ça, on a l'impression que c'est une mauvaise blague. On a l'impression d'être dans un scénario de science-fiction et on se dit évidemment que si on avait pris plus au sérieux ce document, on aurait pu éviter le vol des joyaux de la couronne. Ça a quand même quelque chose d'ultra rageant. Oui, c'était. Déjà, il faut souligner que c'est une très bonne idée de consulter le privé, de consulter donc l'équipe de sécurité d'un des plus grands joailliers français de la place Vendôme, dont le métier est de gagner de l'argent et donc de ne pas en perdre. Et donc évidemment, le risque de vol est pour eux quelque chose de très important. Et ce qui est dommage, c'est qu'on n'en ait rien fait, parce que tout était écrit quasiment d'avance. Voilà, le balcon, la fragilité de la fenêtre, la caméra qui est tournée du mauvais côté. On a l'impression que c'était... il suffisait finalement de suivre le mode d'emploi et de se servir en fait. C'est peut-être le plus dingue, c'est que ce scénario était décrit presque dans les mêmes conditions que ce qui s'est effectivement déroulé. En tout cas, on pointe du doigt, Didier Rickner, la vulnérabilité de ce balcon. On dit que ce balcon finalement est accessible avec des cambrioleurs chevronnés par une nacelle. Pardon, mais c'est exactement ce qui s'est passé. C'est une nouvelle information qui prouve une fois de plus que le Louvre n'a pas mis la sécurité au cœur de ses préoccupations, contrairement à ce que dit sa présidente Laurence Descartes, et c'est un euphémisme de le dire. Tout cela ne vient que confirmer une fois de plus que plutôt que de mettre de l'argent là où il le fallait, on a choisi de reporter des dépenses qui étaient indispensables. On le voit. Donc c'était en 2018. En 2018, ce n'est pas Laurence Descartes, c'est Jean-Luc Martinez qui est là. Mais il faut savoir qu'en 2019, il lance un schéma directeur sûreté qui englobe tous les sujets. Et qui prend en compte cet audit ? Alors ça, je ne sais pas s'il prend en compte cet audit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi j'ai les documents avant-projet définitif sur la vidéosurveillance, sur les réseaux, sur les postes de commandement. Et en 2022, tous ces documents sont prêts avec tout ce qu'il faut pour sécuriser le Louvre. Et Laurence Descartes, devant la commission de l'Assemblée nationale, a dit qu'en 2022, il y avait des documents, effectivement, on lui avait montré, mais qu'il ne prenait pas en compte la vidéosurveillance extérieure, il ne prenait pas en compte les postes de commandement. Tout cela est faux, j'ai les documents qui le prouvent. Et elle a reporté de plusieurs années, puisqu'on est en 2025, fin 2025, et on est juste en train de lancer des appels d'offres qui auraient pu être lancés en 2022. Donc voyez, on aurait encore une fois pu éviter ce drame. On ne peut pas faire de la politique fiction, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas tout fait pour l'éviter. Une question aussi qui se pose assez naturellement avec ces 4 nouvelles interpellations. Est-ce que c'est probable que les voleurs se soient basés sur les conclusions même de cet audit pour entreprendre ce casse ? Ça, faudra demander à la police et puis c'est l'enquête qui... Mais ça implique qu'il y ait une... Non, mais c'est une possibilité. C'est en fait les policiers que j'ai rencontrés depuis, que j'ai vus depuis, et tout le monde pense effectivement, comme c'est...
on parle de tout, hein. On parle de la nacelle, on parle de la caméra qui est mal orientée, C'est etc. incroyable. Alors c'était en 2018, c'était il y a 7 Mais ans. ça implique une complicité interne, ou peut-être que ces documents aient été Est-ce que mobilisés à mauvais escient. Les documents n'ont pas été manifestement. Alors ce que dit Laurence Descartes et le Louvre, c'est qu'ils n'avaient pas connaissance de ce document avant le casse, ils ont eu connaissance après le casse. Moi, vu que tout ce qu'ils disent est sujet à caution, j'attends d'être sûr de cela. Mais c'est possible, hein, mais je ne crois pas trop. En tout cas, ils n'ont pas cherché à se procurer les documents qui concernaient la sécurité de la galerie d'Apollon. Ça, c'est vraiment incroyable. C'est-à-dire que l'argument de la direction, c'est de dire donc, que lorsque Laurence Descartes est arrivée à la tête du musée en 2021, ce document ne lui a pas été communiqué. Pardon, mais est-ce que ça, c'est juste possible dans le cadre d'une transition? C'est impossible. C'est impossible à tout point de vue. C'est impossible dans les faits, puisque c'est quand même un document qui souligne l'une des failles majeures, hein, sont les termes de l'audit, de la sécurité du musée. Donc quand on voit ça, quand même, bon, on peut supposer que ça marque les équipes. Et juridiquement, c'est absolument impossible. C'est-à-dire que le directeur d'un musée est nécessairement au courant des audits qui ont été faits, en plus, il y a 3 ans, c'est pas il y a 15 ans. Donc de dire, il ne m'a pas été communiqué, donc je peux légitimement, en fait, ne pas en tenir compte. J'ai pu ne pas en tenir compte parce qu'il ne m'avait pas été communiqué. Qu'est-ce que ça veut dire? On est à la tête d'un établissement public, on a nécessairement connaissance des audits qui ont été faits quelques années auparavant. Enfin, je vais même un peu plus loin, mais dans cette passation entre ces deux directeurs du musée, ça veut dire que la passation ne s'est pas passée comme prévu. Si on en croit ce qu'a dit Laurence Descartes, ça veut donc dire que l'un des deux, en l'occurrence peut-être Jean-Luc Martinez, aurait omis de lui transmettre des documents faisant état de cette vulnérabilité. Je ne vais pas défendre Jean-Luc Martinez, j'ai été très critique, au moins aussi critique sur Jean-Luc Martinez que je le suis aujourd'hui sur Laurence Descartes, qui est parti alors qu'il pensait être renouvelé. Il n'a pas été renouvelé, il n'a pas été viré, comme on dit, mais il n'a pas été renouvelé. Donc il n'est pas parti dans les meilleures conditions. Je ne suis pas certain que... Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais moi, encore une fois, je ne crois pas à la parole du Louvre aujourd'hui. Et on nous dit, après le vol, on s'est fait remettre les documents des travaux. Donc ça veut dire que ces documents, ils étaient classés avec les travaux de la galerie d'Apollon. Au moment du vol, on se rend compte qu'ils existent et donc on les transmet à Laurence Descartes. Voilà, et puis surtout, ce que j'ai appris depuis, ce qu'on a appris aussi, c'est que apparemment la police, la justice n'avait pas encore ces documents, alors qu'elle dit qu'elle les a eus après le vol. C'était il y a 1 mois le vol. Donc ça veut dire que depuis, le Louvre n'a pas communiqué ce document à la police et à la justice. Ça, je n'ose même pas y croire, parce que là, c'est... Non, mais si vous voulez, c'est comme un nouveau ministre qui dirait... moi, je n'ai pas à connaître des documents qui ont été remis à mon prédécesseur. Ça n'a aucun sens d'un point de vue administratif. Est-ce qu'on sait ce que M. Martinez a dit? Est-ce que M. Martinez il n'a pas répondu apparemment D'accord. Ça pourrait être intéressant de savoir ce que M. Martinez dirait. Est-ce que lui affirme avoir transmis ou non à Laurence Descartes ces documents? Il n'a pas à transmettre le document. Ils sont au Louvre. Oui. Laurence Descartes arrive et elle a la pleine possession de tous les documents qui ont été produits par le musée. Mais donc bien sûr, de les consulter. C'est même pas une archive, ça avait été fait il y a 3 ans. Enfin, je veux dire, c'est pas un document qui ne dit rien. Ça insiste sur une faille majeure. Julien a raison. Pas possible. On ne voit pas les ministres ou qui succèdent aux ministres ou les directeurs. Tiens, voilà le dossier, etc. Ça se passe pas comme ça. Il y a une continuité de point de vue de l'administration. D'autant plus qu'il y a des personnes de l'administration effectivement qui restent, qui sont là. Absolument. Et donc c'est les présidents qui changent, mais l'administration est censée être au courant. Donc et en tout cas depuis le casse, il y a un peu plus d'1 mois. Apparemment, ce document n'existait pas. Si le Monde ne l'avait pas révélé, c'est le Monde qui l'a révélé, eh bien, on ne serait toujours pas au courant. Et apparemment, la justice et la police ne seraient toujours pas au courant, puisqu'ils ont demandé qu'on le remette. C'est peut-être ça le plus grave, parce que ça permet aussi de donner un certain nombre d'informations, peut-être sur l'enquête, et de nourrir. Ils ont demandé qu'on leur remette le document. Or, le Louvre dit on ne l'a eu qu'après le casse. Donc, ils l'avaient, pourquoi ils ne l'ont pas remis tout de suite? Enfin, tout ça n'est pas clair, vraiment. Et ça se rajoute à tout ce qu'on a pu constater déjà, qui est accablant pour la direction actuelle. Est-ce que ça devient trop accablant? Est-ce qu'au bout d'un moment, ça ne peut plus continuer comme ça? Didier Reckner, je connais votre réponse. La réponse, c'est la démission de Laurence Descartes. Julien Lacaze, votre ça devient là vraiment ubuesque. Hein. Ça dessert l'image du Louvre. Maintenant, il faut arrêter. Quand on a une fonction de direction, le corollaire, c'est la responsabilité. Qu'on soit d'ailleurs coupable ou pas. Il peut y avoir une responsabilité d'ailleurs sans culpabilité, sans faute lourde. Bien sûr. Là, il suffit de constater ce qui s'est produit. Et le constat devrait normalement entraîner la démission. Et ce serait tout à l'honneur de Laurence Descartes qui pourrait faire une très belle carrière ensuite dans un autre domaine. Mais quand on est chef d'une administration, eh bien, il faut assumer, en fait. Voilà. Et là ça semble aller de soi. Et donc, voilà, peut-être ça va enfin advenir, mais un peu tard.
Si on rentre un peu plus dans le détail, ce qui est assez incroyable, c'est l'extrême précision avec laquelle cet audit décrit la situation. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, ce balcon, c'était l'un, je cite, des plus grands points de vulnérabilité de l'établissement. On mentionne ces caméras de surveillance situées à proximité du balcon. Également, il y a même une infographie sur laquelle on entoure ce balcon. On précise que la possibilité est réelle, que des cambrioleurs, je cite, aguerris, soit en possibilité d'y accéder par une nacelle. On voit que ce travail d'audit, il a été mené très sérieusement. Il pose d'ailleurs un certain nombre de recommandations, parmi lesquelles transférer les joyaux dans une salle du trésor qui serait conçue dans une autre partie du Louvre, dans un emplacement plus simple à sécuriser de l'aile nord. Sully, alors en cours de rénovation. Il y a même presque la solution. Alors, en fait, les bijoux de la couronne n'ont pas toujours été là. En tout cas, là, je suis en train d'investiguer. C'est pas très simple de savoir où ils étaient avant. Mais il semble, parce qu'il y a un autre document qui a été révélé par RTL, je crois, en 2007, qui dit aussi qu'il y a que la galerie d'Apollon n'est pas sécurisée. Et apparemment, après, mais je n'ai pas les dates, donc je ne peux pas trop m'avancer, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les bijoux de la couronne ont été en partie enlevés de la galerie d'Apollon, ils sont revenus ensuite. Donc peut-être que celui de 2007, l'audit de 2007 a été un peu suivi des faits, je ne sais pas. Mais toujours est-il, oui, on se pose la question. Alors moi, je suis allé au Louvre tout à l'heure, et il y a un endroit très simple, en fait, je vais sans doute écrire un article là-dessus. Il y a quelque chose qui s'appelle le studio, qui est pour les enfants, qui était avant une salle d'exposition, qui est près des salles de sculpture du côté de l'aile de Non, qui est complètement sans fenêtre. Il n'y a absolument pas de fenêtre, il y a une entrée, il y a une sortie. Et c'est un endroit qui serait exactement idéal pour exposer les bijoux de la couronne, parce qu'il n'y a pas de fenêtre, très difficilement accessible, au cœur du Louvre. Donc là, ça serait un endroit qui pourrait être étudié. Alors, je ne dis pas que c'est possible, je dis qu'on devrait au moins étudier cela. Donc pourquoi ne pas étudier cet endroit-là ? Ouais. Alors, quand même, il y avait des choses qui étaient très simples à faire et qui ne coûtaient rien. C'est-à-dire avoir une caméra qui regarde dans le bon sens, mettre des plots aussi, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le camion s'est garé en fait sur le trottoir, donc à toute proximité. On met un certain nombre de plots, ça veut dire qu'il faut que le camion se mette sur la voie publique. Il peut donc se faire remarquer plus facilement. Donc se faire remarquer, créer un embouteillage, et quelques minutes de gagner. C'est-à-dire on voit un camion qui s'approche, donc on gagne 2 minutes. 2 minutes, ça peut faire la différence. Les forces de l'ordre, il y en a, enfin on est à quelques dizaines de mètres. On présente les investissements en matière de sécurité comme étant colossaux, ce qui est vrai si on veut vraiment remettre le Louvre à son niveau de sécurité attendu. Mais il existe aussi des mesures toutes simples qui auraient permis d'éviter le drame. Coûteuses, qui pouvaient être faites tout de suite, même si le Louvre est un monument historique, déplacer une caméra, en mettre une autre, la tourner dans le bon sens, mettre des petits plots sur le trottoir pour empêcher vraiment le camion de se garer vraiment tout contre en fait, ce balcon. Ce sont des choses de bon sens. Et normalement, je dirais qu'en agissant en bon père de famille, on défend son logement, il devrait y avoir quelque chose de cet ordre-là, en disant voilà, là j'ai une alerte quand même majeure, on me dit il y a une faille majeure de sécurité ici. C'est ce que vous nous dites, c'est juste du bon sens. C'est un joaillier qui est fameux, qui a une équipe de sécurité extrêmement aguerrie. Pourquoi il ne se passe rien ? Enfin, ça, on peut le faire tout de suite dans les mois qui suivent. Et c'est pas coûteux, c'est pas compliqué, et ça n'oblige pas à repenser tout le schéma directeur de sécurité du Louvre. Mais là, le truc, c'est le syndrome de Notre-Dame, c'est-à-dire on se dit, ça a toujours été là, ça ne bougera jamais. La charpente ne bougera jamais. Les diamants de la couronne, ils sont là depuis François Ier, ça ne bougera jamais. Si, en fait. Jusqu'à ce qu'il y ait un cambriolage. Guillaume Vogt, on va se tourner enfin vers vous pour bénéficier de votre expertise. Ce mardi, 4 nouveaux suspects ont été interpellés. 2 hommes âgés de 38 et 39 ans, 2 femmes de 31 et 40 ans, originaires de région parisienne. Ils ont été placés en garde à vue. C'est ce qu'a annoncé mardi la procureure de Paris, Laure Becquio. On voit que l'enquête continue, progresse. Et elle se base notamment sur un travail lié à l'analyse de l'ADN. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment les enquêteurs de la police scientifique travaillent ? Voilà, alors ça, j'ai appris comme vous ces arrestations. Et donc c'est le côté sympathique de mon intervention, c'est qu'il n'y a vraiment qu'à expliquer comment on a effectué, comment ils ont réussi un travail extraordinaire à identifier ces personnes. Pour savoir, on a tous un génome différent qui nous différencie, qui fait qu'on est ce qu'on est. Est-ce que c'est un peu comme une carte d'identité ? C'est une carte d'identité, mais beaucoup plus précise quand on la regarde entièrement. Et ça dépend justement à quel niveau on la regarde. Et c'est des choses qu'on a essayé de faire depuis très longtemps. Je pense que la première, ça a été dans les années 87. C'était à la fois pour innocenter une personne qui avait été accusée de 2 viols et à la fois en 87 pour trouver, après un prélèvement de 4500 personnes, on a réussi à identifier un boulanger qui était l'auteur de ces 2 viols.
C'était Pitchfork, je crois, en Angleterre. Et à partir de ça, on s'est dit que c'était excellent pour pouvoir identifier. Alors le problème, c'est qu'à cette époque-là, on utilisait des techniques qui demandaient vraiment beaucoup d'ADN et on ne pouvait pas tellement le généraliser. Et là, il y a quelque chose qui est arrivé. Alors, vous le connaissez tous, malheureusement à cause du Covid, c'est la PCR. On va amplifier de l'ADN. Donc ça permet à partir de très peu de quantité de matériel, juste on pose son doigt et là j'ai déposé de l'ADN. Juste à partir de ça, on peut amplifier des séquences. Et vous avez dans votre génome des séquences très spécifiques. Alors il faut savoir que éthiquement, il ne faut pas savoir si la personne va avoir Alzheimer ou du diabète parce que... Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut voir directement sur le génome ? On pourrait le voir, mais c'est quelque chose qu'on essaie d'éviter. D'accord. C'est pas l'objectif de toute manière. C'est pas l'objectif, c'était identifier quelqu'un à partir de son ADN par rapport à ce qu'on a retrouvé sur la scène du crime. Et donc ça a été fait grâce à ces techniques de PCR et d'amplification. Alors ça marche comment ? On fait des relevés ? Un maximum de relevés ? En fait, donc la police scientifique effectue des prélèvements. Vous les avez vus en train d'effectuer des prélèvements. Et ça, apparemment, il y a eu 200 prélèvements qui ont permis à certaines identifications qu'on a appris au fil de l'eau. Et on va amplifier des régions d'ADN très précises. C'est-à-dire... Alors, historiquement, on continue. Ce qui s'est passé, c'est que grâce à la PCR, dans les années 94 en Angleterre, on a réussi à amplifier ces séquences-là et à identifier une personne grâce à cette banque. Et ensuite, le FBI en 97 a fait le CODIS. Et nous, en France, malgré on a une loi qui est très restrictive au niveau des données génétiques, qui nous empêche, qui encadre... Qui est là pour nous protéger, évidemment. Qui est là pour nous protéger et qui encadre exactement ce qu'on peut faire. C'est vis-à-vis du Code pénal 1610 qui nous dit qu'il y a une non-patrimonialité du corps humain. Donc on ne peut pas vendre ses organes et on ne peut pas vendre son ADN. Donc à partir de ça, c'est très encadré. Et dans le cadre des affaires criminelles, on est autorisé à regarder certains marqueurs. Et ça, c'est depuis l'affaire Guy Georges, en 98, qui avait fait une dizaine de viols en région parisienne. Et on a passé le cap pour justement faire un fichier avec une dizaine de marqueurs. On est passé à 20 plus tard et qu'on a ensuite élargi puisque dans les années 2003-2006, on a élargi ça à certains... globalement à tous les crimes, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a à peu près une banque de 5 millions de traces ADN pour faire ces comparaisons. Qui ne peut être utilisée que dans le cadre d'un crime et d'une enquête ouverte, moi, je suis que scientifique et je vous parle que de la technique. C'est uniquement les policiers qui peuvent faire ces prélèvements-là et le comparer à ce fichier, le fichier qu'on appelle ça le FNAEG. C'est les empreintes automatisées génétiques. Et moi, je me pose une question toute bête quand ils ont dû prélever... un certain nombre d'éléments sur place. Il y a évidemment tous les employés du Louvre qui manipulent au quotidien, le personnel qui aide à nettoyer ces salles, les visiteurs. J'imagine qu'il y a une multitude d'empreintes. Comment on fait le tri ? Alors ça, il faudrait inviter justement on le fera. Les personnes de la police scientifique, que ce soit la police ou les gendarmes. Mais ça doit être un travail très fastidieux quand même. Fastidieux et compliqué parce qu'effectivement, il faut éviter les ADN mélangés. Si vous avez plusieurs ADN sur cette table, beaucoup de personnes, et on ne peut rien trouver. Donc, il faut leur demander. Mais voilà, ils sont intéressés à la fenêtre, à l'endroit. D'accord. Et donc peut-être au parcours qui a été privilégié. Surtout objets, je pense, qui ont été oubliés par les personnes et abandonnés, etc. D'accord. Qui donnent peut-être des informations plus claires. Mais ça, il faut leur demander. Donc le point, c'est ça, c'est que grâce à ce fichier-là, d'ailleurs ce fichier est généralisé au monde entier parce que grâce à Interpol, il y a 195 pays qui utilisent globalement ces 20 mêmes marqueurs. Et ça permet de pouvoir, si on ne le trouve pas dans le fichier en France, éventuellement de l'envoyer à différents pays, etc., via Interpol pour savoir si cette personne-là est connue dans un autre pays. Et c'est comme ça qu'on sait, en tout cas qu'on suppute que parmi ces 4 nouvelles interpellations, il y aurait un des cambrioleurs, en tout cas une des personnes qui auraient été présentes sur site. J'imagine qu'on a donc retrouvé son ADN sur les lieux. En tout cas, ça reste à questionner. Cette question de l'ADN, elle se pose aussi sur les bijoux ou pas du tout ? Est-ce que si demain on retrouve des bijoux et qu'on se pose la question légitime de savoir si ce sont les joyaux volés de la couronne, on va mener des investigations d'ADN ou pas ? De quelle sorte ? Pour regarder qui... Pour regarder si on retrouve les mêmes traces d'ADN. Oui, tout à fait. Ça dépend de beaucoup de choses. S'ils avaient des gants, s'ils n'avaient pas de gants, s'ils ont contaminé leurs gants. Mais encore une fois, moi, c'est vraiment
que la technique d'identification. Je ne veux pas vous mettre en difficulté, c'est que je me pose plein de questions pour qu'on essaye de démêler cette affaire. Le fait que l'enquête progresse, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on avance, que les services de police font un travail formidable et vont de plus en plus loin. Ce que je dis souvent, c'est que la police fait un travail formidable, contrairement à ce qu'a fait le Louvre. Et donc, c'est facile, évidemment, bien sûr, mais c'est vrai que la police fait un travail formidable. Maintenant, le travail formidable, ce sera de retrouver les bijoux. Là, on s'en éloigne quand même de plus en plus. Est-ce qu'on peut légitimement dire que c'est fichu ? Pas du tout, non. Il y a plein de vols pour lesquels on a retrouvé les œuvres longtemps après. Des fois, on ne les retrouve pas. Évidemment, s'ils ont été désertis, ce que je ne veux pas croire, et ce qui n'est pas du tout certain, s'ils ont été désertis, on ne les trouvera pas. Mais je pense qu'on peut les retrouver, bien sûr. D'autant plus que maintenant que... Le problème est de savoir qui a commandé, qui a demandé à ces... Oui, le commanditaire. Qui a demandé de le faire, pourquoi. Et si on n'arrive pas à retrouver cela, ça sera plus compliqué. Mais parce qu'il est probable que les 4 personnes ou quelques personnes qu'on a trouvées là, ils savent rien en fait. On leur a commandé quelque chose, ils ont fait ça, ils ont dû le déposer quelque part et après ça disparaît. C'est pour ça que ça risque d'être compliqué. Mais enfin, on voit que la police fait quand même un travail formidable. On espère que le résultat des gardes à vue donnera quelque chose et permettra d'apporter des informations justement sur ce commanditaire potentiel. Ouais. Ce qui serait dramatique, c'est une retaille en fait des bijoux. Comme ça se fait justement pour les rendre méconnaissables, c'est-à-dire qu'on part d'un gros diamant, on le retaille. Alors, surtout les petits diamants, ils ne vont pas être retaillés. Les petits diamants, mais si tu prends les 3 Mazarins, qui sont en fait les 2 Mazarins, qui sont les pièces les plus importantes, donc données par le cardinal à Louis XIV en 1661, ça ce sont des pièces vraiment historiques, c'est-à-dire avec une taille ancienne. Ce sont des joyaux, il y en avait 17 à l'origine, on n'en a plus que 3 en fait, 3 diamants de provenance Mazarin au Louvre. Là, il y en a 2 qui sont partis. Si on les retaille, parce qu'ils sont des gros diamants, on peut quand même les vendre très bien ensuite. Et là, ce serait une perte du point de vue de l'histoire qui serait absolument dramatique. Donc ça, c'est vraiment la hantise, c'est que voilà, pour mieux les écouler, on les retaille. Une question pour revenir à cet audit. Est-ce qu'on a une idée des autres éléments qui seraient mentionnés dans cet audit? Là, évidemment, avec cette histoire qui concerne ce casse et ce cambriolage, on a fait un focus évident là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui nous alertent sur d'autres éléments importants qui concernent la sécurité du Louvre? Alors, cet audit de 2018, moi je ne l'ai pas vu. C'est le journaliste du Monde qui ne l'a pas en sa possession, parce que j'ai compris qu'il l'a consulté. Il l'a simplement consulté. Il l'a consulté, donc je ne peux pas dire ce qu'il y a dans cet audit. Mais on imagine que ça ne concerne pas exclusivement le balcon de la galerie d'Apollon. Mais il y a eu plusieurs documents, il y a plein de documents, il y a eu des... J'ai vu qu'il y avait un document aussi en 2007. Oui, c'est ce document dont je parlais tout à l'heure, effectivement, document révélé par RTL. Donc ce document, je ne l'ai pas non plus, je n'en ai pas connaissance, mais il y a eu des documents, il y a eu un audit, en revanche, que j'ai pu consulter, que beaucoup de gens ont consulté. C'était en 2000, cette fois-ci, un petit peu avant, c'était sur les services du Premier ministre, les services spécialisés dans la sécurité, je n'ai plus le terme, qui ont fait un audit aussi. Il y a eu plein d'audits de sécurité, il y a eu plein de documents, il y a eu plein de documents qui montrent que rien n'a été fait depuis. C'est ça aussi qu'il faut voir. Oui, on sait qu'il y a plein de points qui sont fragiles et que rien n'a été fait. Juste pour vous énerver, Didier Regner, on écoute Laurence Descartes? Non, ça ne m'énerve pas. Ah, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Vous voyez, on veut vous embêter, on n'y arrive même pas. Je suis désolée. Je continue, Julien Lacasse, sur cette question liée à cet audit. Est-ce qu'on a des raisons de croire qu'on va continuer à découvrir d'autres documents comme ceux-là qui montrent les failles de sécurité multiples du Louvre et qui alertent sur un certain nombre de choses, pas nécessairement liées à la galerie d'Apollon, bien sûr, mais qu'en fait, on imagine que des audits sont commandés de manière assez régulière et que finalement, ça fait partie aussi de la vie d'un grand musée. Ouais. Je n'en sais strictement rien. Enfin, tout ce que je sais, c'est que une présidente directrice d'un établissement public comme le Louvre doit avoir la maîtrise de ses audits. Ils ne sont pas si vieux, hein. Celui-là il datait de 3 ans après sa prise de fonction, qui souligne des failles majeures dans le système de sécurité du Louvre. Ce sont des choses qui ne peuvent pas passer inaperçues, ce n'est pas possible. Et si ça passe inaperçu, de toute façon, c'est sa responsabilité aussi, ça veut dire que les services ne sont pas en ordre. Donc, quelle que soit la façon dont on prend les choses, de toute façon, il y a manifestement un problème. Et il y a un problème particulier avec ces bijoux, parce qu'évidemment, le rapport valeur-volume est absolument imbattable. C'est-à-dire là, vous volez quelque chose de tout petit et vous avez une valeur financière qui est énorme. Et patrimoniale immense, vous l'avez rappelé. Si vous prenez un tableau, c'est
Les tableaux du Louvre sont invendables parce qu'ils sont connus, ils n'ont pas de valeur intrinsèque, vous ne pouvez pas les fondre. Vous ne pouvez pas les retailler, vous expliquez pas les tout à retailler. l'heure, bien sûr. Voilà. Donc en fait, les sujets de sécurité sont quand même assez délimités et assez focalisés en fait. L'or, voilà, tout ce qui peut se fondre, tous les bijoux, voilà, tout ce qui est en matière précieuse pose un problème particulier. C'est bon, on a récupéré Laurence Descartes, je vous propose qu'on l'écoute, c'était le 22 octobre. Je tiens à le dire, il n'y a pas de retard dans la mise en œuvre du schéma directeur de sûreté du Louvre. Je m'inscris en faux sur les éléments qui sont dans le pré-rapport de la Cour des comptes. Quand je pris mes fonctions en septembre 2021, il y avait déjà une réflexion sur le schéma directeur de sécurité qui était à l'état de réflexion et j'ai souhaité prendre à bras-le-corps cette question. C'est une question très complexe, d'une très grande ampleur et qui nécessite des travaux d'analyse et de préparation avec des experts afin d'établir les conditions de passation des marchés publics qui réaliseront les travaux nécessaires à la mise en place de ce schéma. Quand on écoute ça maintenant, après ces nouvelles révélations, ça paraît complètement dingue. Elle dit en septembre 2021, c'était à l'état de réflexion. Moi, j'ai des documents, dont un daté de janvier 2022, c'est un avant-projet définitif. Donc on était bien plus qu'à l'état de réflexion. Donc je voudrais quand même préciser une chose, parce qu'effectivement, Laurence Descartes, j'en parle beaucoup, je n'ai pas de croisade personnelle contre Laurence Descartes, certains voudraient le faire croire. Je l'ai rencontrée 3 fois dans ma vie, j'ai déjeuné une fois avec elle il y a très très longtemps, je l'ai vue 2 fois très peu de temps après sa prise de fonction, on a parlé, mais je ne la connais pas spécialement, simplement je ne juge que ce qu'elle fait ou ce qu'elle ne fait pas, et ce qu'elle dit. Et je constate qu'elle dit quelque chose qu'elle ne fait pas. Et là, par exemple, quand elle raconte cela devant l'Assemblée nationale, je crois, c'est ou le Sénat, je ne sais plus si c'était. Il me semble que c'était l'Assemblée nationale. Oui. Elle dit des choses qui sont fausses à la représentation nationale. Alors je sais bien qu'elle n'a pas prêté serment avant, c'est dommage qu'on ne lui ait pas fait prêter serment, mais enfin à un moment donné, ça n'est pas possible. Je pense quand même c'est un pays où la responsabilité, ça existe. Oui, et puis on engage derrière un trésor national qui est le musée du Louvre. Ouais. Puis aussi, c'est une culture qui est très française, qui est celle des grands projets. De ce qui se voit, de ce qui est marquant. On va marquer en fait un musée, sa présidence par une nouvelle entrée monumentale. En revanche, l'entretien, la sécurité, ça se voit pas. C'est pas glamour. C'est pas glamour. Alors pourtant c'est essentiel. Mais effectivement, c'est pas comme ça qu'on brille. C'est pas comme ça qu'un président de la République brille non plus en disant ben voilà, j'ai réglé toutes les questions de sécurité au Louvre. Oui, parce que ça ne se voit pas. Et voilà. Mais le problème, c'est que si on est vraiment focalisé sur des questions architecturales, de grandes révolutions du musée, de faire une nouvelle entrée, eh bien, on consacre moins de temps, moins d'énergie, moins d'attention à d'autres sujets qui pourtant sont essentiels. Est-ce que vous demandez que ces rapports, ces audits soient publiés, soient rendus publics ? Ça serait la moindre des choses qu'on y ait tous accès ? Bien sûr. Ce sont des documents. Il y a un autre rapport, c'est celui de l'inspection du ministère de la Culture, qui est conservé secret. Alors, Rachida Dati, la ministre de la Culture, on a parlé un petit peu en disant qu'elle était quand même un petit peu problématique, mais on n'a pas donné le détail. Et d'après mes sources, le détail est accablant. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas le diffuser. Moi, j'ai demandé, on me refuse. Alors, on passera bien sûr par la CADA, à chaque fois on fait ça, mais on l'a beaucoup trop tard. Ça sera très long. Mais ce sera très long. Et il n'est pas normal que ce rapport, on ne puisse pas l'avoir. Maintenant que le mal est fait. Après, c'est vrai que s'il y a d'autres détails, d'autres failles qui n'auraient pas été pour le moment, autant ne pas les donner, on peut caviarder, mais il faut un minimum quand même un minimum de transparence maintenant que le mal est fait et que les bijoux maintenant sont en lieu sûr. On continuera évidemment à suivre ce dossier dans l'émission. Merci beaucoup à tous les 3 d'avoir été présents sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. Et on passe tout de suite à l'entretien culture. « 14 millions de spectateurs ont été séduits par ce bijou, le spectacle Allegria, un nouveau jour. Ce grand classique revient au Cirque du Soleil dans une version remaniée et toujours aussi réussie. On en parle avec vous. Ghislain Ramage, merci beaucoup. Bonjour. Vous êtes artiste. J'ai envie avant tout de vous demander ce que représente Allegria pour vous, parce que je crois que c'est une signification toute particulière. Ça vous a entraîné dans ce métier, cette musique finalement a fait partie de vous et vous a mené là où vous en êtes aujourd'hui. Effectivement, alors c'est pas que moi, je pense que c'est beaucoup de gens qui ont été touchés par cette musique d'Allegria depuis très longtemps, depuis 1994, l'Allegria d'origine. Et effectivement, quand j'ai grandi dans le cirque amateur, dans les écoles de cirque, j'écoutais la musique d'Allegria non-stop dans l'école, je la mettais à fond. Elle représentait quoi pour vous à ce moment-là ?
La magie, en fait, quelque chose de complètement inaccessible parce que je faisais du cirque amateur et j'avais aucune prétention de devenir artiste de cirque plus tard parce que je pensais qu'il fallait faire partie d'une famille de cirque tout simplement. Ce qui n'était pas votre cas ? Bah non, pas du tout. Et j'avais aucune connaissance des écoles de formation professionnelle ou quoi que ce soit. Donc moi, je regardais le Cirque du Soleil, je regardais Allegria, Kidam, enfin les grands classiques du Cirque du Soleil. Voilà, j'adorais ça, mais j'aurais jamais pensé qu'un jour j'aurais pu mettre un pied sur cette scène-là. C'est génial. Oui, donc voilà, pour moi, Allegria, c'est un rêve d'enfance qui est devenu réalité. Et puis, c'est absolument incroyable d'aujourd'hui pouvoir non seulement faire partie d'Allegria, mais d'être aussi à Paris, parce que c'est la première fois que je me présente avec le Cirque du Soleil à Paris, après avoir fait toutes les tournées, sillonné le monde entier avec cette compagnie. Ouais. Allegria, ça veut dire bonheur. Est-ce que derrière ce spectacle, il y a l'idée de procurer un maximum de plaisir à ceux qui viennent vous voir ? Eh oui, alors Allegria, c'est la joie de vivre. Donc c'est bon, le spectacle raconte plus que ça. Bien sûr. Il y a plein de groupes de personnages différents. Il y a vraiment un message qui est plus... On reviendra sur le message parce que je trouve qu'il est assez fort. Il y a évidemment un fil rouge avec une toile narrative et puis en plus, il y a un message d'espoir, mais un message aussi presque politique, je trouve. Ah, complètement. Dans ce spectacle. Et ça, on pourra en revenir aussi, mais c'est la magie de Franco Dragone qui était le metteur en scène de ce spectacle, qui avait vraiment qui était vraiment incroyable pour créer des spectacles et faire passer des émotions et des messages aussi, et comme vous dites, de manière politique ou... ça, c'était vraiment sa marque de fabrique. C'est vrai qu'il y a un souffle assez épique dans ce que fait ce metteur en scène italien, et c'est toujours très réussi. Est-ce que, quand on intègre le Cirque du Soleil, c'est une forme de consécration? C'est quand même une sacrée grande maison. J'ai découvert qu'il y avait 4000 personnes qui travaillaient dans cette institution, ou pour cette institution, avec 1200 artistes qui sont mobilisés. C'est la plus grande troupe de spectacles vivants, c'est la plus grande production de spectacles vivants. C'est assez dingue, non? Ouais, c'est dingue. Et c'est... Alors après, je pense que selon quand on est artiste de cirque, on peut avoir envie de faire plus du cirque traditionnel, du cirque contemporain. Donc c'est à chacun. Vous, c'est quoi votre spécialité? Disons que j'ai grandi j'ai fait beaucoup de spectacles de rue quand j'étais jeune. J'ai fait un parcours d'école plus dite de cirque contemporain. Okay. Après, le Cirque du Soleil se situe, on va dire, un peu entre les deux. C'est du cirque moderne. Mais en fait, je pense que pour beaucoup d'artistes de cirque, on a tous grandi ou eu envie de pouvoir un jour voir de l'intérieur le Cirque du Soleil. Enfin, en tout cas, moi, ça a toujours été le cas. Et c'est vrai qu'il y a un moment où ça paraît en fait inaccessible. Bon, alors après, avec les écoles supérieures, on s'en rapproche forcément. Disons qu'après un certain niveau acrobatique, on peut se dire, on peut y prétendre. Mais tant bien que même, il faut auditionner, il faut faire partie d'une base de données de plus de 5000 artistes qui... C'est hyper exigeant, pardon, mais on est vraiment dans des prestations acrobatiques et artistiques. Et puis, il y a aussi un jeu de comédien, puisque, évidemment, Allegria, ça raconte une histoire. On est au cœur d'un royaume autrefois somptueux qui a perdu son roi. Allegria jette un regard sur la lutte de pouvoir, justement, entre l'ordre établi et un jeune mouvement animé par l'espoir. J'insiste sur ce mot, puisque c'est vraiment ce qui porte ce spectacle. Le fou du roi tente de s'emparer du trône, et il y a un désir grandissant de changement qui émerge et qui est là pour défier le statu quo et faire changer les choses. Donc il y a vraiment un souffle épique, il y a quelque chose aussi de très onirique. On est vraiment dans un autre univers, et ça se raconte, ça se joue. Oui, alors c'est les personnages, comme vous pouvez voir. Alors moi, je fais partie d'un groupe de personnages qui s'appelle le Bronx. Oui. Et donc, je suis cette jeunesse qui vient défier l'ordre établi, et donc les aristocrates qui sont aussi un autre groupe de personnages qui ont des costumes un peu exubérants. Ouais, tout à fait. Et donc, qui représentent une certaine aristocratie. Et donc, nous, on est les jeunes qui viennent des bas-fonds de ce royaume, et on
voilà, on veut s'imposer et reprendre le contrôle. Ce qui est génial, c'est qu'en se basant sur ces archétypes, ça permet d'être très universel et aussi très actuel, et ça permet à chacun de s'identifier et de se raconter aussi l'histoire qu'il veut. Ça peut faire écho, peut-être pas à notre société aujourd'hui, mais à notre passé ou à ce qui se passe dans d'autres pays du monde, et finalement, ça nous permet de réfléchir. Ah, complètement. Je ne l'aurais pas aussi bien dit que vous. C'est gentil, ça c'est très gentil. J'ai envie qu'on regarde la bande-annonce pour qu'on se rende compte de ce que ça donne sur scène. On parlera ensuite de vos numéros, je ne sais pas si on dit numéros, ouais, de vos numéros, et des différents tableaux, parce qu'ils sont tous magnifiques. Donc on en parle dans une seconde après avoir regardé la bande-annonce. Absolument magnifique, avec des acrobaties incroyables. Ça doit être hyper exigeant pour vous à travailler. Ouais, mais c'est aussi vachement le fun. Ouais. Vous êtes une troupe de combien qui travaille sur Alors, ce spectacle? on est 55 artistes. Ok. On est 119 personnes au total. Mobilisées. Voilà. La quoi, une journée type quand on prépare un spectacle comme celui-ci? Ça dépend du nombre de spectacles, mais en fait, il y a souvent des répétitions l'après-midi, parce que ça peut aller on intègre un nouvel artiste, donc, ou alors un nouveau numéro, ou alors il faut peaufiner quelque chose, ou alors c'est juste un entraînement. Oui, alors pas tout le temps, mais c'est souvent il peut y avoir un artiste qui part, donc on intègre un autre. Donc, c'est difficile ça de s'adapter à chaque fois à ces micro-changements qui font qu'on doit repenser finalement les transitions. Ouais, on est habitué quand même, on s'y habitue, mais ça garde aussi un peu un truc, vivant. Ouais, c'est frais. Ça veut dire que tous les jours, on reprend sur une base potentiellement nouvelle et on se remet en question tous les jours. Ouais, peut-être pas tous les jours, mais souvent. Ouais. Vous, c'est quoi vos numéros? Alors moi, j'ai la chance de faire un agrès qui s'appelle la roue cire. Oui, roue cire, j'avais vu que c'était votre spécialité. Voilà, c'est un anneau de métal de 2 mètres de diamètre dans lequel je tourne, je danse, je manipule. Ok, on voit l'image. Voilà, ça c'est moi. Et puis je fais aussi, en tant que remplaçant, un des 2 clowns. Ok. Donc c'est l'avantage de pouvoir d'être passé à travers les écoles de cirque, de formation professionnelle. J'ai une formation d'acrobate, mais aussi d'acteur en fait, parce que j'ai fait beaucoup de théâtre, de clown, de mime dans ma carrière. C'est dur d'être clown? Ah oui, c'est dur, ouais. C'est quand même. Alors, c'est complètement différent que de faire de l'acrobatie, évidemment. Très différentes. Mais c'est génial. Enfin, moi, j'adore avoir justement ces 2 casquettes parce que ça me permet de pouvoir explorer 2 choses différentes que j'aime autant l'un que l'autre, en fait. Est-ce que ce message d'espoir qui est véhiculé dans le spectacle, c'est quelque chose que vous êtes fiers de promouvoir? On a besoin d'espoir en ce moment. On n'arrête pas de dire qu'on est dans un climat morose, les gens tirent la tronche. Ça vous fait du bien de véhiculer ces émotions-là au public? C'est quelque chose j'ai du mal à mettre des mots dessus parce que c'est vraiment particulier pour moi. Alors déjà parce que moi, je ressens beaucoup d'émotions à être sur Alegria, d'avoir le privilège de pouvoir être sur cette scène. C'est une histoire qui dure depuis un moment. Mais j'ai tellement de retours du public, de gens qui me disent à quel point ils ont été transportés dans un autre moment, que ça leur a fait un bien fou, et que ça arrive souvent que je vois des personnes au premier rang, au salut final, qui sont en larmes. Et ça me touche énormément parce que c'est pour ça que je fais c'est pas que pour ça que je fais ce travail, parce que j'aime ce que je fais, mais je le fais aussi pour pouvoir le partager avec les gens qui viennent me voir. Et quand l'émotion est là, ça veut dire que le succès est garanti. qu'ils ont vécu un moment particulier, que ça les a transportés. Pour moi, j'ai tout gagné, quoi. Je vous comprends volontiers. J'imagine que ça doit être hyper gratifiant aussi pour votre travail et puis pour le travail de tout le monde, parce que c'est aussi un travail de troupe. Vous l'avez dit, c'est comme un village. Il y a tous ces métiers et ça ne peut fonctionner que sous tous les maillons de la chaîne sont là. Ouais, et puis en fait, la seule manière que presque nous, on a un retour finalement sur toute cette exigence de travail, le nombre de spectacles, les entraînements, tout ça, c'est le retour qu'on a du public à tous les soirs. Et en fait, on est tous là pour toutes ces 120 personnes qui travaillent sur le site où le chapiteau est. On a tous le même objectif, c'est de présenter Alegria de la meilleure manière qu'on puisse, et que le public en ressorte du chapiteau avec avoir vécu une expérience extraordinaire. Ça doit faire bizarre quand, après avoir vu ce spectacle magnifique, très onirique, très poétique, avec ses décors somptueux, ses costumes, on ressort, on est à Chatou, on est sur l'île des Impressionnistes, et on doit rentrer chez soi. J'imagine que pour vous, ça vous fait aussi cet effet. Il y a une rupture avec votre quotidien et on est un peu dans le monde des rêves, quoi, quand on est pendant le spectacle. Bien sûr, complètement. Mais je pense que c'est ça aussi que le Cirque du Soleil sait si bien faire. C'est du moment où vous entrez dans le chapiteau. C'est une expérience. Voilà, vous entrez dans un autre monde et vous en ressortez. Et effectivement, vous dites, wow, qu'est-ce que je viens de vivre.
Et même moi qui le fais 10 fois par semaine... Vous avez toujours cette sensation. Voilà. Et à chaque fois que j'arrive en fait à Chatou, à l'œil d'impressionniste, je descends du RER et je vois le chapiteau et à chaque fois je me dis, je peux pas croire que je vais être là ce soir devant 2500 personnes. Enfin, c'est vrai que le Cirque du Soleil, c'est aussi un cadre absolument unique. C'est une sorte d'immense palais oriental gonflable où on peut se munir de pop-corn ou de bière, de sucreries, on prend ce qu'on a envie. Et il y a aussi quelque chose de très convivial, de très intergénérationnel. Et je trouve que c'est très agréable quand on se rend dans ce lieu qui est assez unique, c'est qu'on est vraiment là pour passer un bon moment. Il y a assez peu de codes, je trouve, et ça c'est assez génial quand on vient en famille. Ouais, et puis il y a vraiment un truc particulier avec le chapiteau. Le chapiteau, c'est assez unique. C'est le cirque, ça représente c'est un chapiteau XXL et qui est quand même assez magique. Ouais. Non, puis voilà, marqué dans cette très belle aventure. Pour ceux qui sont des fidèles d'Allegria, on dit que le spectacle a été un petit peu réimaginé, repensé, remodernisé. Qu'est-ce qui est fondamentalement différent ? Alors, ça reste la structure d'Allegria, reste la même. J'ai vu que c'était plus rythmé parce qu'on a un temps d'attention qui dégringole, la faute aux réseaux sociaux et à TikTok. Notamment, c'est ce que j'ai vu dans une interview, qu'il y avait beaucoup de rythme et qu'on essayait de faire en sorte que les personnages soient plus facilement identifiables pour que ça soit peut-être plus évocateur. Ah oui, alors après, on leur a vraiment redonné un coup de peinture fraîche. Ça reste les numéros, le niveau acrobatique a même augmenté parce que c'est plus la même chose qu'en 1994 évidemment. Les costumes ont été revus, la musique elle aussi a été revue, mais on reconnaît quand même les thèmes principaux d'Allegria. Donc pour les personnes qui auraient déjà vu l'Allegria d'origine, ils seront pas déçus parce qu'au contraire, ils vont voir quelque chose de différent, mais ils vont reconnaître quand même ce qu'ils avaient aimé dans le originale. Voilà, exactement. Merci beaucoup Ghislain Ravès d'être venu nous parler de votre passion, parce qu'on vous sent très passionné. C'est vrai. Et de ce spectacle magnifique du Cirque du Soleil, Allegria, ça sera à Chatou jusqu'à fin janvier, c'est ça ? Jusqu'au 25 janvier. Jusqu'au 25 janvier. Merci beaucoup. Merci à très bientôt et bravo pour ces prestations géniales. On passe tout de suite à C'est tout bon. Bientôt dans le chapiteau, tout à fait. On continue avec de la gastronomie et avec ma très chère Laurence Aloche. Comment ça va ? Mais très bien. Vous avez une très jolie broche sardine, je l'adore. Mais oui, vous savez, j'ai toujours ces petites broches qui sont liées à la nourriture. J'adore. Et là, on ne parle pas poisson, on parle dinde, puisqu'on est le 4e jeudi du mois de novembre, jour où les Américains sont très très nombreux à fêter Thanksgiving autour d'un repas traditionnel. La dinde pourrait nous plaire, mais est-ce vraiment le cas ? Eh bien, écoutez, pour Noël, oui. Pour Thanksgiving, non. Ça ne fonctionne pas vraiment ici. On est un peu loin de nos bases, j'allais dire. C'est une fête qui est extrêmement ancrée dans la culture américaine, comme vous le savez. 1821, c'est la date à laquelle elle remonte. Les premiers pèlerins, colons arrivent en Amérique. Premier hiver extrêmement dur. La récolte est difficile. Ils sont aidés par les populations autochtones. Et pour remercier les Amérindiens, ils font un dîner, un banquet, où il y aurait, je dis aurait parce qu'il y a une dinde, mais c'est un oiseau sauvage, quoi. Ça peut être une dinde, une oie, un canard, on ne sait pas très bien. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la dinde qui est la star de cette fête et que c'est une fête extrêmement familiale, donc très américaine. Autant Halloween a pris chez nous, autant Thanksgiving ne prend pas. Mais si vous voulez absolument manger une tarte à la citrouille, je peux vous trouver quelques adresses. Alors, où il y a des chefs américains, peut-être qu'ils le font à Paris ? Alors, je confesse mon manque de culture, mais j'ai eu beaucoup de mal à trouver des chefs américains. Il y a des binationaux à Paris, mais j'en ai pas trouvé là qui proposent vraiment un menu très, très authentique. C'est plutôt dans les hôtels à Paris qu'on trouve ces menus, et on comprend là encore pourquoi, parce que clientèle américaine, anglo-saxonne, donc ils essayent de capter comme ça l'attention de cette clientèle. Vous avez plusieurs hôtels, j'en cite quelques-uns, le Kimpton Saint-Honoré. Vous avez également l'hôtel des voyageurs, très jolie initiative, ils reversent 2 € à l'hôpital Necker qui s'occupe des enfants malades. Vous avez aussi le Kimpton Saint-Honoré. Vous avez plusieurs endroits comme ça qui sont plutôt sympathiques. Et puis, alors moi, j'ai plutôt eu un coup de cœur pour un endroit que j'ai redécouvert assez récemment, qui est le drugstore. Ah, c'est sur les champs. Oui, c'est en haut des champs. Je me suis dit, oh là là, c'est l'attrape presque touriste. Et en fait, non, depuis que Éric Frechon a repris les manettes des fourneaux, on trouve une cuisine de très grande qualité. C'est un endroit agréable. Et pour Thanksgiving, il a fait un menu qui est très, très soigné quand même. On est loin de la grosse pintade, le mastodonte. C'est beaucoup plus raffiné. Alors là, vous allez avoir au menu des gnocchis à la courge avec un peu de sauge, un peu de citron. Vous aurez ensuite des petits œufs de truite fumés sur le dessus, panko
croustillante. Trop bien. Ensuite, vous aurez quand même la petite pintade, mais elle sera en suprême. On s'éloigne de la culture américaine, on va sur le chou-fleur de Bruxelles, sur le chou de Bruxelles. Et puis, vous aurez ensuite un banana cream pie pour quand même rester sur cette tonalité américaine. C'est trop sympa comme menu. Mais très sympa. Alors, il est à 89 €. Donc, on est vraiment sur une cuisine très soignée, inspiration américaine, mais qui est susceptible de plaire à tous les épicuriens français. Ça fait très envie. Sûre. Et tout ça nous donne très envie de déguster une belle volaille. Et là, forcément, on pense à notre bon poulet rôti du dimanche. Facile à faire, mais si on n'a pas envie de le faire à la maison, si on a la flemme de cuisiner, pour le dire autrement, on va où ? C'est vraiment, pour moi, c'est le plat de famille, c'est le plat du dimanche. C'est vraiment, alors, tout de suite, ça évoque ces odeurs qu'on retrouve dans la cuisine, qui vont dans la salle à manger. C'est le plat où il y a de la sauce, où on sort le pain, on va aller en direct, on plonge dans le plat en direct, on oublie les bonnes manières. Et c'est ça dont on a envie quand on va dans un restaurant le dimanche. J'allais dire, c'est une qualité de volaille et surtout une ambiance sympa, décontractée. Comme à la maison. Comme à la maison, exactement. Alors, je parlais d'Éric Frechon parce que lui, il y a une rubrique dans le Figaro Magazine qui est le déjeuner du dimanche et il a confié récemment avoir pour plat emblématique chez lui le poulet de sa grand-mère. Et qui était un poulet qui était un poulet de ferme parce que voilà, le grand-père allait chercher la volaille et puis il y avait du beurre au pinceau et puis des pommes de terre. Et c'est un plat qu'on retrouve dans la brasserie Saint-Lazare qui est à Saint-Lazare, à la gare Saint-Lazare. On le retrouve sous le nom de poulet de grand-mère, de ma grand-mère. Simple, efficace et délicieux. Simple, efficace, délicieux, qui est le samedi et le dimanche. Vous allez retrouver des suprêmes qui ont été faits. Alors lui, c'est rôti, il va les rôtir, il va mettre des tas d'épices à l'intérieur, du laurier, enfin tout ce qu'on aime. Et voilà, alors ça c'est une très bonne adresse, par exemple, pour aller déjeuner un dimanche et prendre le poulet. C'est servi avec de la purée, c'est ça ? Et c'est servi avec de la purée, exactement. Et moi, je veux manger avec des frites. Mais oui, je comprends le poulet frites. On est sur le binôme steak frites, poulet frites. Et si vous voulez des frites, il y a une nouvelle adresse qui est ouverte. Alors l'adresse n'est pas nouvelle, mais c'est ouvert depuis peu le dimanche, c'est chez Clover Grill. On est chez Jean-François Piège, et ils viennent d'ouvrir cette formule, et alors l'ambiance est sympa, ça s'y prête totalement, et alors j'ai eu des échos, c'est déjà le plat star du dimanche, alors il bataille un peu avec la côte de bœuf, mais voilà, et là il est servi avec des frites très généreuses et très croustillantes. J'adore quand elles sont fines comme ça, magnifique. Vous avez également pensé aux Franciliens avec 2 adresses en dehors de Paris. La première, elle est à Boulogne-Billancourt, on est chez Albufera, qui a ouvert tout récemment. Tout récemment. Alors là, on est chez... Alors, je ne sais pas le prononcer parce que je ne parle pas le portugais, mais je crois que c'est José Dantas, qui est d'origine donc portugaise, du nord du Portugal. Il a fait un joli parcours. Il a été chez Taïwan, chez Lapissus, chez Jean-François Piège, là encore. Et puis, il a rencontré Émile Cotte, qui est à Bacave. Ils ont travaillé ensemble. Et le binôme a tellement bien fonctionné qu'Émile s'est dit « Lance-toi, mon gars, installe-toi près de chez moi, à Boulogne-Billancourt ». Très jolie adresse. Très sympa. Alors là, je parlais de l'ambiance, l'atmosphère. Eh bien, on la retrouve. Il y a une grande table d'hôtes. Vous êtes un peu au coude à coude, mais c'est sympathique pour le dimanche. C'est ce qu'on recherche. Il y a une ambiance de quartier. C'est vraiment, il y a peu d'endroits à Boulogne-Billancourt où on se régale comme ça. Et lui, il le fait à la portugaise avec une marinade, avec que je ne me trompe pas, de l'ail et une sauce un peu pimentée. Et puis, on retrouve les frites. Et alors, si jamais votre voisin est un peu en avance sur votre repas et qu'il a la mousse au chocolat dans la staube, qui est une tuerie, puisque vous avez des petites noisettes sur le dessus, un filet d'huile d'olive. Elle est servie comme ça pour 2. On pourrait y être à 3, mais en fait, non, vous ne partagez pas. C'est un pur délice. C'est une jolie adresse qui a ouvert donc à Boulogne-Billancourt. Et je vous conseille d'y aller parce que, notamment le dimanche, je pense que c'est sympathique. Il y a vraiment tous les codes de ce qu'on a envie de retrouver. Justement, où on a cette décontraction, cette convivialité, où le poulet vous est servi en entier. Vous pouvez vous servir, le découper. C'est vraiment, voilà, c'est sympa. C'est ce qu'on a envie quand on mange un poulet rôti. Sinon, on le fait chez soi. C'est vrai. Donc, il faut retrouver cette convivialité. Si je note le petit filet d'huile d'olive sur la mousse au chocolat. À retenir. C'est bien bon. Ça, non? Très, très bon. Oui, ça apporte un peu de fraîcheur. Moi, j'aime bien le sel. Un peu de sel de Guérande ou aussi, un petit sel de Guérande. Mais là, c'est vraiment bon avec les cacahuètes. Je peux vous dire, les noisettes. Je dis cacahuètes, mais ce sont des noisettes. C'est une très bonne idée. Ouais. On continue avec une autre adresse. Alors, l'autre adresse, c'est à Saint-Vrain. Alors, oui, c'est dans l'Essonne, c'est ça ? On est dans l'Essonne et on est au Doyenné. Alors, le Doyenné, c'est un établissement qui a hôtel, restaurant, ferme, auberge, je ne sais pas quoi rajouter. J'adore, c'est beau. C'est absolument sublime. Il y a une salle, on dirait une cathédrale. C'est rentré dans les 50 meilleurs
hôtels, restaurants au monde. Donc, ils sont vraiment très, très bien classés. J'y suis allée dernièrement. Je n'ai pas eu l'occasion de manger leur volaille, mais je sais que le vendredi, ils font justement un poulet de Milly-la-Forêt, parce que tout est en local. Circuit court, exactement. Pour les légumes, comme pour la volaille, ils n'ont pas encore leur volaille, mais ils ont leur élevage de cochons. Donc la charcuterie est excellente. Le menu dégustation, je vous le conseille, c'est une merveille. Mais si vous ne voulez pas avoir les 5 étapes et des choses un peu plus raffinées, direct sur la volaille de Milly-la-Forêt. Et vous avez avec un gratin de puntarella, qui, vous savez, cette chicorée italienne. Je connais pas du tout. Ils l'ont dans leur jardin. Alors, c'est comme une chicorée, ça apporte cette petite amertume, mais très maîtrisée, parce que vous avez 2 chefs. Vous avez un chef qui est James Henry, qui est formidable, et qui travaille avec Sean Kelly, qui lui est plutôt au potager, mais c'est vraiment un duo. Et c'est un endroit où, là encore, on est vraiment dans la décontraction d'un week-end à la campagne. C'est génial, cet endroit. Moi, j'y étais, la rôtisserie était à l'extérieur, il y a un grand feu de cheminée. Vous passez un très, très bon moment. Le doyenné, je me le suis entourée, noté. Il est tout en haut de mon agenda. Un sublime endroit. Du poulet, on passe à l'œuf. Vous vouliez nous faire part de l'adresse où l'on peut manger le meilleur œuf mayo champion du monde de l'année, décerné par l'Association de sauvegarde de l'œuf mayonnaise. Ils l'ont décerné il n'y a pas longtemps, je crois. Voilà, exactement. C'était tout récent. Et alors, c'est Mathieu Renucci qui a gagné ce mais je le connais, lui. Hyper. Ah oui. Il est à Montmartre. Tout à fait. Au rêve. Et alors là, c'est vraiment un rêve de. Alors, il l'a pas encore mis à la carte. C'est un œuf l'œuf qui a gagné. C'est donc un œuf qui est assez classique. Il a juste rajouté. Il y a une part de moutarde. Il y a du poireau. Je n'ai pas pu le déguster puisqu'il n'est pas encore à la carte. Ça a l'air génial. Mais la concurrence était très rude cette année. Et s'il l'a remporté, c'est que vraiment. Il le mérite. Il est excellent. Et en attendant, vous pouvez toujours aller au rêve. C'est une table de quartier sympathique. Vous avez des tas de plats. C'était le QG de Modiano. Il y a toute une histoire. Sympa. C'est vraiment dans son jus. Moi, j'aime l'authenticité de ces lieux. Et on y va. Mathieu est généralement derrière le comptoir. Et c'est un homme charmant et très sympathique qui va immédiatement vous recevoir les bras ouverts. Et pour l'art de la table, vous nous réservez une surprise avec un centre de table qui ne passe pas inaperçu. Alors non, la bête, elle fait 7 kilos. Misère. J'ai beaucoup aimé l'humour de cette société qui s'appelle Ferdi. Éric de Saint-Chaffray, il a été un des plus grands sculpteurs en première ligne au musée Grévin. Il a fait les silhouettes de 200 personnalités. Donc, il est vraiment sculpteur. Et puis, après le Covid, il a eu envie avec son fils de renouveler un peu ce talent artistique. Alors, ils font plein de choses. Ils ont un immense atelier qui est près de Paris où ils ont fait notamment les athlètes, je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant les JO, qui étaient sur la place du Palais Brongniart. C'était eux. D'accord. Alors, donc, ils font pas que du camembert et du saucisson. Ils font des choses monumentales. Et puis, ils font ces centres de table qui sont tout à fait étonnants. Alors, le centre de table revient, tendance sur les tables. Alors là, vous avez le poulet, il fait 7 kilos, il est à la feuille d'or, tout ça est fait à la main. Oui, c'est le prix d'une œuvre d'art. C'est un peu surréaliste, c'est le prix d'une œuvre d'art, je ne vous le cache pas. Et voilà, moi j'ai trouvé que c'était une pointe d'humour. Alors, ils font aussi, effectivement, vous le disiez, à la feuille d'argent, c'est un petit peu moins cher. Vous avez le camembert, vous avez du saucisson, vous avez le croissant. Génial. Qui est mordu. Et voilà, je trouve que pour les fêtes... c'est une très belle idée. Voilà, et comme dans le Figaro Magazine, nous avons bientôt un spécial gastronomie. Vous en apprendrez davantage, parce que j'ai fait un petit reportage sur cette famille génial. Tout à fait étonnante. Bon, on vous lit alors évidemment dans le Figaro Magazine et on découvre vos très beaux papiers et vos superbes recommandations. Merci ma très chère Laurence, on vous retrouve jeudi prochain sans faute. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver l'excellent Damien Canivez. Et moi, je vous dis à lundi. Bonne soirée.